Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À Marseille, le policier qui a renversé et tué un adolescent sur un passage piéton devrait être mis en examen et écroué dans la soirée. C'est ce que réclame le parquet qui évoque des circonstances aggravantes. Une marche silencieuse aura lieu demain. Le sommet de Paris pour le Darfour s'est achevé cet après-midi. Pour la première fois, toutes les grandes puissances concernées se sont retrouvées. Pas de résultats spectaculaires, mais Bernard Kouchner, optimiste, évoque un avenir qui s'éclaircit. Le projet de réforme des universités est repoussé d'au moins une semaine. Décision de Nicolas Sarkozy qui prend acte des critiques de plusieurs syndicats, étudiants et enseignants. Le texte prévoit notamment une plus grande autonomie des établissements. La canicule en Europe du Sud, on compte une trentaine de morts en Roumanie et en Grèce où les températures sont montées jusqu'à 46 degrés. La Bulgarie et Chypre sont également concernés. Politique, Jean-Marc Ayrault a été réélu président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. C'est encore un signe de continuité au PS. Tous les candidats se sont retirés après le premier tour. Enfin, ce serait un pas en avant pour préserver les océans. Aujourd'hui, un tiers des poissons ramenés dans les filets est tout simplement jeté. Un label européen pour une pêche responsable doit être adopté cette semaine pour éviter cette pratique. C'est le dossier de cette édition. D'abord donc l'incompréhension et le chagrin dans le quartier Saint-Joseph à Marseille. Le jeune Nelson, 14 ans, renversé par une voiture de police qui roulait très vite, n'a pas survécu. Il est mort dans la nuit. Cet après-midi, je vous le disais, le parquet a demandé le placement en détention du policier stagiaire de 22 ans qui était au volant. Sur place, Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Michèle Alliot-Marie a fait une arrivée discrète à la préfecture de Marseille. Elle devait y rencontrer le préfet, les syndicats de police, mais aussi et surtout le père et les deux sœurs de Nelson, arrivés un peu plus tôt. Nelson avait 14 ans et ce matin, son père se raccrochait à cette photo d'un enfant heureux, apprécié par tous les habitants du quartier. Il est décédé hier soir des suites de ses blessures, après avoir été renversé par une voiture de police. Je veux que la justice se fasse sans tarder. Sans tarder. Et qu'elle soit exemplaire. Voilà. Il faut qu'il soit sanctionné. Je veux que ce soit exemplaire. Je veux que ce soit comme si c'était deux jeunes en voiture volée qui avaient fait ça. Beaucoup d'émotions dans la cité ce matin. Et surtout, beaucoup d'incompréhension. J'arrive pas à réaliser encore. Je me dis c'est pas vrai, mais en vrai c'est vrai. Hier on allait le voir, franchement. Vous aurez mis sa photo, vous aurez vu sa tête, vous dites c'est pas vrai. J'arrivais pas. Il se prenait pour un shérif là, alors que le petit est innocent, il est passé au passage côté et il y a des témoins en plus. Inimaginable, scandaleux. Nelson a été renversé sur ce passage piéton par des policiers qui n'étaient pas en mission urgente. Le conducteur a été déféré devant le juge cet après-midi dans le cadre d'une information judiciaire. Homicide involontaire avec très probablement une vitesse excessive, le non-respect de la priorité d'un piéton sur un passage protégé, et le non-respect d'un feu rouge, ce dernier point étant très contesté. Le procureur a requis le placement sous mandat de dépôt du jeune policier de 22 ans, évoquant la protection de l'ordre public. Et précisément, on apprend à l'instant que le conducteur ne sera pas écroué. Le jeune policier a été mis en examen, mais laissé en liberté sous contrôle judiciaire. C'est ce que nous a indiqué Yannick Aroussi pendant la diffusion de ce reportage. À Lyon, le principal suspect dans la mort de l'officier de gendarmerie, tué lors d'une intervention pour un cambriolage, a été mis en examen pour homicide volontaire. Il s'agit d'un ancien militaire. Lors de ses premières auditions, il a plaidé l'accident, malgré son habitude des armes à feu. La mobilisation pour le Darfour, la scène est symbolique et elle a lieu en France, à Paris. Pour la première fois, toutes les grandes puissances concernées, y compris la Chine, très proche du Soudan, étaient réunies pour tenter de mettre un terme au massacre et au déplacement de population. Pas d'annonce miracle, mais selon Bernard Kouchner, les perspectives de règlement deviennent plus claires. Jean-Marc Ilouz, Olivier Robert. Pour la première fois, une conférence internationale sur la guerre civile au Darfour. Non pas une conférence de paix, gouvernement et rebelles soudanais ne sont pas à Paris. En revanche, sur le perron de l'Elysée, les grandes puissances dont la Chine sont au rendez-vous pour réveiller la communauté internationale sur un drame qui dure. Pour tous, cet objectif politique est aussi un devoir. Le silence tue. Nous voulons mobiliser la communauté internationale pour dire ça suffit. On n'est pas au XXIe siècle pour regarder sans rien faire ces images. Pour tolérer ça. Simplement, je crois que c'est une réaction d'être humain.
La communauté internationale ne peut tout simplement pas accepter de rester les bras croisés. Et même si on fait déjà des efforts, on doit redoubler d'efforts. C'est ça l'esprit de cette conférence. Sans soutenir, comme les États-Unis, des sanctions unilatérales contre le Soudan, le président Sarkozy insiste sur la nécessité de fermeté vis-à-vis du pouvoir central soudanais. La Chine, très courtisée ici par l'Européen Solana, s'oppose à des pressions directes sur le Soudan. Mais elle se fait forte de lui faire tenir ses promesses, accepter le déploiement d'une nouvelle force de paix Afrique-Nations Unies. Reste à mobiliser les nouveaux moyens financiers et militaires nécessaires à la protection des populations civiles au Darfour. Et on s'arrête un instant pour mieux comprendre ce conflit qui a provoqué la mort de 200 000 personnes en 4 ans. Qu'est-ce que le Darfour? Qui sont les combattants? Quel est l'enjeu du conflit? Explication Bernard Lebrun. Semi-désertique, le Soudan est le plus grand pays d'Afrique, 5 fois la France au total. Un géant où se croisent deux mondes, le monde arabe et l'Afrique. Depuis février 2003, à l'ouest du pays, dans les 3 provinces du Darfour, perdure un terrible conflit ethnique. À elle seule, la région du Darfour est pratiquement aussi grande que la France. 500 000 km². Dans ce quasi-désert, vivaient 6 millions d'habitants. Une population entièrement musulmane, mais d'origine ethnique différente. Darfour, en français la maison des fours, en clair le pays où vit cette ethnie africaine. Il s'agit de paysans sédentaires. Avec l'autre ethnie africaine Zagawa, ils sont majoritaires. Depuis des siècles, ils cohabitaient plus ou moins bien avec des populations nomades minoritaires, le plus souvent arabes. En février 2003, les ethnies africaines se soulèvent contre le régime arabe de Khartoum. Les paysans se transforment en soldats rebelles, enrôlés dans les rangs de l'armée de libération du Soudan. En jeu, le partage équitable des ressources. Khartoum répond en envoyant ses troupes. Le sous-sol du Darfour est riche, pétrole, uranium, cuivre. Alors plutôt chasser la population en la terrorisant avec les Janjaouides, des mercenaires arabes, que de perdre cette région. Les massacres de civils sont passés. Ils ont eu lieu entre 2003 et 2004. Bilan, 200 000 morts, 2 millions de déplacés. Concernant le Darfour, les États-Unis parlent de génocide. L'Europe le réfute. Mais comme les Nations Unies, elle dénonce les crimes de guerre du régime de Khartoum. Retour en France, les uns parleront de recul, les autres de report. Le projet de réforme des universités qui devait être présenté après-demain au Conseil des ministres est repoussé d'au moins une semaine. Décision de Nicolas Sarkozy qui recevait aujourd'hui les présidents d'universités. Cette réforme, vous le savez, est très sensible et le texte suscite des critiques. Le point avec Laetitia Legendre, Jean-François Firet et Bruno Giraudot. Aujourd'hui, Valérie Pécresse ne s'est pas attardée devant les journalistes. Pas plus avant qu'après la réunion à l'Élysée. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a bien compris que le chef de l'État reprend la main. Autour de Nicolas Sarkozy, les présidents des universités françaises. Globalement favorables à la réforme qui se profile, ils émettent quelques réserves. Oui à l'autonomie, mais à une autonomie qui soit la même pour toutes les universités. Nous sommes contre l'autonomie à la carte. La conférence des présidents d'université affirme et réaffirme que nous souhaitons que toutes les universités puissent acquérir ces compétences en matière d'autonomie. D'ici à 5 ans, les universités devraient pouvoir gérer leur budget comme elles l'entendent. Recruter qui elles souhaitent, au salaire qu'elles souhaitent. Elles pourront en outre créer ou supprimer certaines filières. Pour les syndicats, ces nouveautés préparent l'avènement d'une université à 2 vitesses. Il y a déjà des formes de compétition entre les universités et ça risque de s'accentuer pour récupérer les meilleurs étudiants mais aussi les meilleurs chercheurs. Et on peut avoir très vite une dizaine, une douzaine d'universités qui seront des universités prestigieuses et puis des universités du tout venant. Autre point de litige qui motive les premières assemblées générales, comme ici aujourd'hui à Toulouse, la composition du conseil d'administration des facs. Les étudiants craignent d'y être moins nombreux. Et puis il y a la sélection. Aujourd'hui elle s'opère à Bac+5. La réforme propose Bac+4. Côté UNEF, ça coince. Aujourd'hui, l'accès est libre. Quand on réussit sa licence, on peut directement rentrer en master. Avec la loi, ça ne sera plus le cas. Une fois qu'on aura son diplôme de licence, il faudra forcément passer par des commissions de sélection pour pouvoir intégrer un des masters. La réforme, si elle voit le jour, concernera plus d'1 300 000 étudiants, dont chaque année 90 000 quittent la fac sans diplôme. Des chiffres qui incitent à la prudence. Ce soir,
le gouvernement annonce le report d'une semaine au moins de l'examen de la réforme. En attendant, Nicolas Sarkozy poursuit ses consultations. Et demain, justement, Bruno Julliard franchira le perron de l'Élysée. On reste dans l'éducation avec le coup d'envoi du brevet des collèges. Première épreuve aujourd'hui, c'était le français. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais c'est le premier grand examen de la vie scolaire. Et 800 000 élèves sont concernés en classe de 3e. Florence Griffon, Valérie Lucas. Vérifiez bien que vous ayez le nombre total de feuilles. Ils sont en 3e. Pour eux, l'épreuve d'histoire géo va commencer dans quelques secondes. Le temps d'inscrire son nom sur la copie. Et c'est parti. Sujet de ce brevet 2007, l'effondrement du monde communiste en Europe, les mutations de l'industrie française, la défense nationale. Apparemment, certains sèchent d'emblée. 1h30 plus tard, les premiers candidats sortent. Premières impressions. J'ai trouvé ça plutôt facile, donc j'ai écrit vite et puis voilà. C'était difficile, hein. Franchement, c'était quand même difficile. J'avais même pas révisé. L'épreuve à peine terminée, on s'active en coulisses pour rendre les copies anonymes. En France, 800 000 élèves planchent sur ce premier examen. Est-il vraiment utile? Cela pourrait être un beau sujet de dissertation. Si je dis qu'il est inutile, je ne vois pas pourquoi les élèves le prépareraient sérieusement. Si je dis qu'il est utile, ça voudrait dire qu'il limiterait le passage en seconde. Ce n'est pas le cas. C'est un examen qui a une utilité, il fixe la fin de la scolarité obligatoire. Finalement, ce sont les collégiens eux-mêmes qui sont peut-être les plus attachés à ce rituel. C'est quand même notre premier diplôme qui déclare qu'on a fini la 3e, etc. Donc je pense que c'est quand même un diplôme assez important. Ça met toujours dans de bonnes conditions pour le bac et ça nous prépare. Demain, ils plancheront sur les mathématiques. S'ils obtiennent leur diplôme, ils pourront toujours postuler à certains concours administratifs, comme agent des douanes ou, pourquoi pas, garde champêtre. Les caprices de la météo, alors que la neige, oui, la neige est attendue à 2000 mètres demain sur les Alpes. Une alerte aux incendies est lancée sur la Corse où il fera chaud et sec avec de très fortes rafales de vent. On attend des pointes à 120 km/h dans la journée. La Côte d'Azur est concernée elle aussi, mais dans une moindre mesure. Et alors que l'été se fait attendre en France, une vague de très forte chaleur touche certains pays d'Europe de l'Est et du Sud depuis plusieurs jours. Elle a déjà fait une trentaine de morts en Roumanie, mais aussi en Grèce. Dorothée Cochard. Soleil meurtrier en Roumanie. Image anecdotique, mais bilan accablant. 25 morts à cause de la canicule. On approche les 40 degrés depuis près d'une semaine. Ironie du ciel, ces records de chaleur ont provoqué de terribles orages dans le nord du pays. Toute une partie de la population est privée d'électricité et d'eau potable. Ce sont les pompiers qui approvisionnent villageois et campagnards. En Grèce, la chaleur a aussi fait des victimes. 2 personnes âgées sont décédées, 33 personnes sont hospitalisées. Les grandes villes aménagent des espaces climatisés. Les services publics fermeront à midi, demain et après-demain, pour permettre aux fonctionnaires de rentrer chez eux avant que la chaleur ne soit trop forte. Le thermomètre pourrait atteindre les 45 degrés. En Italie, justement, cette barre des 45 degrés a été dépassée, en Sicile et en Calabre. 2 personnes en sont mortes. Les météorologues espèrent retrouver des températures plus clémentes à la fin de la semaine. Enfin, autre latitude, autre drame. En Grande-Bretagne, des pluies diluviennes. Un homme est mort noyé, pris au piège d'une montée des eaux brutale. Et les prévisionnistes redoutent de violents orages au Pays de Galles dans les prochaines 24 heures. Grosse chaleur également dans l'ouest des États-Unis, en Californie. Et comme souvent à cette saison, la région est touchée par les incendies. Plus de 50 maisons ont été détruites ici, près du lac Tahoe. La Californie dont le gouverneur est en visite à Paris. Il s'agit, vous le savez, de l'ancien acteur Arnold Schwarzenegger. Il a été reçu par Nicolas Sarkozy il y a quelques minutes pour évoquer en priorité, justement, les questions écologiques. Richard Binet, Francis Forget. Ce n'est pas M. Muscle que saluait cet après-midi le président Sarkozy, mais le gouverneur de Californie, devenu au fil des ans le champion américain de l'environnement. Arnold Schwarzenegger, à l'évidence en phase avec le nouveau président. La Californie et la France doivent travailler ensemble pour combattre le réchauffement de la planète et améliorer l'environnement de ce monde. Quel changement! Déjà en 2006, ses spots électoraux le montraient plus humain, plus attentif, plus écologiste. Il abandonne même ses 4x4 dont il est friand pour des véhicules propres, fonctionnant à l'hydrogène, avec un seul credo:
La Californie a toujours été et doit être un État modèle. Et l'opinion californienne le soutient, notamment sa femme Maria Shriver, démocrate du clan Kennedy, dont on dit qu'elle l'aurait converti aux vertus de l'écologie. Du coup, il va plus loin. Il fait voter l'an dernier une loi visant à réduire de 25% les gaz à effet de serre d'ici 2020, dans un État où le nombre de voitures dépasse celui des habitants. En clair, la stricte application du protocole de Kyoto. Un défi à George Bush qui a toujours refusé de ratifier le traité. Notre action constitue un signal au gouvernement fédéral pour lui montrer que s'il ne prend pas le leadership en matière d'écologie, nous les États le prendrons. La croisade de Schwarzenegger a un réel écho chez les Américains et particulièrement les Californiens qui savent que le dioxyde de carbone participe à l'érosion des plages, la principale richesse touristique de la côte ouest. À l'étranger, encore un sommet pour tenter de sauver la mise au président palestinien Mahmoud Abbas après l'arrivée au pouvoir des islamistes du Hamas à Gaza. Il s'est tenu ce sommet à Sharm el-Sheikh avec le Premier ministre israélien Ehud Olmert qui annonce qu'Israël va libérer 250 prisonniers du Fatah. Mahmoud Abbas, pour sa part, appelle à une reprise des négociations politiques dans le but d'établir un État palestinien indépendant. Gaza, où le Hamas, justement, a rendu public un message du soldat franco-israélien Gilad Shalit, enlevé il y a un an tout juste. C'est la première preuve de vie de ce jeune militaire depuis septembre dernier. À Jérusalem, Charles Anderlin. Le message audio de Gilad Shalit est diffusé sur le site internet du Hamas. Depuis un an que je suis en prison, ma santé s'est détériorée et j'ai besoin d'une hospitalisation prolongée. Moi, le soldat Gilad Shalit, détenu par les brigades du martyr Ezzedim El-Qassam, je vous transmets, papa, maman, mon frère, ma sœur, mais aussi mes amis de l'armée, le bonjour depuis ma prison, vous me manquez. Et Gilad Shalit demande au gouvernement israélien de répondre aux exigences de ses ravisseurs pour qu'ils soient libérés. Il a été capturé par un commando du Hamas alors qu'il se trouvait dans ce char près de la frontière de Gaza. Le reste de l'équipage, un soldat et un officier israélien, avaient trouvé la mort au cours de l'opération. Depuis, la famille Shalit compte les jours dans l'angoisse et accueille tout nouveau développement avec méfiance. Visiblement, Gilad lit un texte rédigé par ses ravisseurs. On ne sait pas quand l'enregistrement a été réalisé. Il faut dire que nul ne sait où se trouve ce jeune soldat. Selon une chaîne israélienne, il serait détenu quelque part dans Gaza, caché dans un bunker souterrain bourré d'explosifs. Ces deux gardiens n'auraient de contact avec l'extérieur que tous les 15 jours. Cette situation risque de durer. En effet, le gouvernement israélien affirme qu'il n'a aucune intention de conclure un compromis avec le Hamas. Un mot du sort d'un autre otage enlevé également à Gaza, notre confrère de la BBC Alan Johnston. Une vidéo transmise par Internet le montre sanglé dans une ceinture d'explosifs. Nous n'avons pas souhaité diffuser d'images animées de cette sinistre mise en scène. Le journaliste met en garde contre toute tentative de libération par la force. Ce sont des propos tenus évidemment sous la contrainte. En France, la politique et ce nouveau signe de continuité au Parti socialiste. Jean-Marc Ayrault a été élu pour la 3e fois consécutive, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Il était là, arrivé largement en tête au premier tour et les autres candidats se sont retirés. Le député maire de Nantes assure qu'il souhaite entraîner ses collègues vers un grand projet de rénovation. L'environnement, c'est cette semaine que la Commission européenne doit adopter un label très attendu, un label pêche responsable que vous trouverez notamment sur les paquets de poissons surgelés. De quoi s'agit-il? D'éviter un gaspillage très répandu. On estime qu'en moyenne, un tiers du poisson ramené dans les filets est tout simplement jeté. Les 27 États membres doivent aussi se mettre d'accord pour réduire les quotas. Dossier signé Alban Mikosi, Daniel Lévy. Officiellement, ce bateau n'existe pas. Atteint par la limite d'âge, il est en théorie désarmé. En fait, c'est un bateau de pêche pirate. À son bord, des marins clandestins s'affairent parce que c'est l'heure du chalut. Le moment du tri entre les espèces de poissons commercialisables et les crevettes tropicales, le trésor de la région. Consommées dans les pays riches, elles représentent un marché de 8 milliards de dollars par an. Le problème, c'est que pour 1 kilo de crevettes sélectionnées, on compte 20 kilos de pêche inutile, ce sont les prix accessoires. Quelques minutes plus tard, ces poissons morts sont tout simplement rejetés par-dessus bord.
Les autorités internationales estiment qu'en 2006, sur les 90 millions de poissons prélevés, 30 millions sont purement et simplement gaspillés. On est à la fois dans un contexte de gaspillage, mais on est également dans un contexte de détérioration des écosystèmes, puisque chacune de ces espèces occupe une place dans la chaîne alimentaire. Et à partir du moment où on va rejeter, c'est-à-dire prélever sur l'écosystème plus qu'il ne peut produire ou plus que nous pouvons consommer, ça veut dire qu'on introduit un biais dans le fonctionnement de ces écosystèmes marins. Particulièrement menacé, le cabillaud. Effet conjugué du gaspillage de 500 ans d'exploitation est une surpêche massive dans les années 80. Bilan, les stocks en Europe du Nord sont 3 fois inférieurs au taux de renouvellement. Alors qui est responsable? Les pêcheurs, les gouvernements qui ont tardé à réagir ou les industriels qui ont privilégié la rentabilité à court terme? Dans cette usine de Boulogne-sur-Mer arrivent chaque année sous forme de plaques de filets surgelés 1800 tonnes de poissons. Elles ressortiront découpées et conditionnées sous la forme des célèbres petits bâtonnets panés. Le numéro 1 français a un nouveau credo, la pêche économiquement responsable. Le groupe s'engage à ne plus commercialiser de cabillaud sauvage de la Baltique et à surveiller l'origine de ses approvisionnements, désormais certifiés par un label. Conséquence, le prix du produit a augmenté de 30%. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont pas assez sensibilisés et qu'il faudrait vraiment que ce droit de vote, ce droit d'achat, cette capacité d'achat soit mis et pousse pour des produits qui soient plus responsables. Et à ce moment-là, l'industrie répondra mieux. Je ne pense pas aujourd'hui que l'industrie répond suffisamment, de manière suffisamment forte, à part les 2-3 leaders qui font des belles choses. L'avenir passe aussi probablement par l'élevage. Au nord de l'Écosse, les pêcheurs des îles Shetland ont fait du cabillaud leur spécialité. En 20 ans, la consommation de poissons issus d'aquaculture a été multipliée par 5. Pour certaines espèces, la solution est économiquement viable. Pour d'autres, il est probable que nos petits-enfants ne les connaîtront pas, tout simplement. En bref, le fait est rare. La presse économique était absente des kiosques aujourd'hui. Les salariés des Échos et de la Tribune étaient en grève. Les Échos parce que la rédaction craint d'être achetée par le groupe LVMH de Bernard Arnault. La Tribune parce qu'elle craint, elle, d'être vendue par ce même groupe pour ne pas faire d'ombre à sa nouvelle acquisition. Les 2 quotidiens devraient reparaître demain. Et puis sachez qu'un tandem devrait être nommé à la tête du journal Le Monde. Pierre Jantet, 60 ans, actuel numéro 2 du groupe, et Bruno Patino, 42 ans, président du Monde Interactif. Leur candidature a été acceptée par les sociétés de personnel du journal pour remplacer Jean-Marie Colombani. Un SOS pour les églises de France, de moins en moins fréquentées. Elles coûtent cher à entretenir. Résultat, pour beaucoup de villages, il est plus simple de les démolir tout simplement. Un tiers des clochers seraient ainsi menacés et c'est tout un pan du patrimoine qui est en train de disparaître. Anne Guillet, Julien Delage. Une église du 19e siècle entièrement démolie. C'était il y a quelques mois en Anjou. Trop d'entretien, trop cher à restaurer, ces édifices sont devenus de lourds fardeaux pour les petites communes qui en sont propriétaires. Cette église délabrée va connaître le même sort. Comme d'autres, elle a été construite à la va-vite après les guerres de Vendée pour réaffirmer le sentiment religieux de la région. Il faudrait des années de travaux pour un faible intérêt architectural. En attendant, la messe devient périlleuse. Donc c'est un filet qui a été posé donc en 95, au mois d'août 1995, puisqu'il y a une pierre qui est tombée de ce côté-ci et qui représentait un poids de 3 kilos. À quelques clochers de là, une autre église rend l'âme, celle de Valenjou. Mais certains habitants ne peuvent se résoudre à la voir démolir. Baptême, mariage, il y a là tous les souvenirs. C'est notre patrimoine. Un patrimoine, ça se transmet. Donc ça s'entretient et ça se transmet. Les générations futures en auront peut-être besoin. L'évêché ne s'oppose pas aux démolitions, surtout lorsque de nouveaux lieux de culte sont édifiés, plus faciles à entretenir et moins chers qu'une restauration. Les vieilles églises, ce sont aussi la poussière et les courants d'air. Si elles n'ont pas une valeur architecturale extraordinaire, on comprend tout à fait que les communes préfèrent reconstruire une église nouvelle, ça coûte beaucoup moins cher, et c'est vrai que pour l'église c'est plus favorable aussi. Près de 3000 églises rurales pourraient disparaître du paysage français. Il faudra s'habituer aux nouveaux clochers de nos campagnes. Le tribunal d'Albertville a condamné à 6 mois de prison ferme le propriétaire d'une grue en mauvais état dont la chute dans une cour d'école avait provoqué la mort d'une enfant de 8 ans.
C'était il y a 3 ans. Le maire de la commune, lui, a été relaxé. L'engin avait été acheté d'occasion. Il n'avait pas été révisé pendant 8 ans. À Paris, la fin d'une psychose pour les personnes âgées des 9e et 18e arrondissements. Depuis le début du mois, 14 agressions ont été recensées avec principalement de vieilles dames comme victimes. Eh bien, aujourd'hui, le malfaiteur a été interpellé et son profil intrigue les enquêteurs. Il est totalement inconnu des services de police. Franck Genozo, Frédéric Delarue. Le visage d'Hélène Kouchoukis témoigne de la violence, de l'agression. Il y a 8 jours, cette dame de 87 ans rentre d'une balade. Un homme se glisse alors dans son hall d'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Je me souviens très bien être revenu là. Après, ça a été fini, ça a été le noir. Oui, j'ai été paniqué quand j'ai vu du sang par terre. Hein. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Faut vite que je rentre. C'est là, j'ai cherché près de mon sac. Il n'y était plus. Résultat, 3 fractures au visage, 2 jours d'hospitalisation. L'agresseur, lui, s'enfuit avec une 50aine d'euros et un téléphone portable. En 20 jours, l'homme commet une 12aine de vols dans le 9e et le 18e arrondissement. À chaque fois, il s'en prend à des personnes âgées dans leur hall d'entrée. À chaque fois, avec la même violence avant de s'enfuir. Samedi dernier, il est finalement arrêté dans cette entrée où il s'apprêtait à passer à l'acte une nouvelle fois. Une course contre la montre parce que vu les victimes qui étaient des personnes âgées et donc forcément vulnérables, vu la violence des agressions, on avait toujours la crainte qu'il y ait mort. La brigade criminelle découvre alors un profil totalement inattendu. Celui que les policiers surnomment l'agresseur des halls est en fait un salarié, jeune papa, inconnu des services de police. Et pourtant, face aux enquêteurs, ce jeune homme de 20 ans reconnaît une dizaine d'agressions. Il dit avoir agi pour subvenir aux besoins de sa famille. La santé, si vous avez des problèmes d'audition, vous êtes peut-être concerné. Bien souvent, c'est le bruit environnant qui empêche d'entendre correctement. Et cette difficulté n'apparaît pas toujours lors des tests chez l'otorino. Eh bien, une nouvelle méthode vient d'être mise au point par des chercheurs français. José Blanc-Lapierre, Jacques Gérard. Elle est obligée de crier et on ne l'entend pas. Son mari non plus d'ailleurs. Que se passe-t-il quand cet homme tend l'oreille? Les scientifiques viennent de le découvrir. Démonstration. Cette patiente doit répéter ce qu'elle entend, d'abord sans bruit ambiant. Abba. Abba. Acha. Acha. Puis avec un bruit permanent et là, erreur à chaque fois. Anna. Anna. Explication. Dans le silence, la parole en bleu atteint sans problème l'oreille interne. Dans le bruit stationnaire en rouge, la parole est masquée. Et quand le bruit est fluctuant, la parole arrive à se glisser dans les creux laissés par les variations. Et là, j'ai vraiment des difficultés au restaurant ou dans les transports en commun. C'est terrible. Tout ce qui est ambiance bruyante me pose des problèmes pour écouter une conversation. Or, c'est cette gêne qui touche énormément de gens, surtout à partir de 50 ans, qui va maintenant pouvoir être dépistée. Le fait d'aller plus loin dans le diagnostic, dans l'analyse du fonctionnement du système auditif, nous permet de différencier ces gens qui ont cette petite gêne par rapport à l'audition strictement normale. Le dépistage sera possible à partir de septembre et gratuitement. Les grandes vacances vont commencer dans quelques jours. On en parle régulièrement. La randonnée a le vent en poupe. Eh bien, voici une invention qui va intéresser les imprudents. Une mini-balise GPS intégrée dans les chaussures de sport. C'est l'idée d'une société américaine et elle permet de localiser les propriétaires de ces chaussures en quelques secondes seulement. Envoyés spéciaux à Miami, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Cette jeune femme qui marche avec son sac à dos sur la plage de Miami n'est pas une touriste comme les autres. Productrice à France 2, Stéphanie se livre à une expérience logée dans ses chaussures. Ces baskets qu'elle relasse ressemblent à des baskets normales. En fait, ce sont des prototypes extraordinaires, des chaussures GPS. À l'autre bout de Miami, sa position apparaît toutes les 20 minutes sur un écran. Mais si Stéphanie appuie sur ce bouton, elle déclenche un SOS et reçoit presque immédiatement ce coup de fil. Allô? Allô? Je vois que vous avez des problèmes. J'ai reçu votre SOS. Vous êtes bien à la hauteur du 713 Collins Avenue. Dans la salle de contrôle, un point sur la plage s'est allumé avec un signal sonore
qui a déclenché la procédure. Si Stéphanie ne répond pas, nous appelons un contact qu'elle nous a donné. Nous lui disons, voilà, nous avons reçu le SOS de Stéphanie. Savez-vous ce qu'elle devait faire, où elle devait aller? Si ça ne concorde pas avec la localisation que nous avons, nous pouvons alerter la police. Seul ce petit renflement, l'antenne GPS et les boutons d'activation et d'alarme distinguent ces chaussures d'une basket normale. Le mécanisme se situe dans le talon. Au fond, c'est un petit ordinateur. Le module principal a une batterie et plusieurs composants, des puces GSM et GPS par exemple, et ça pèse très peu, 85 grammes. Une vingtaine de modèles sont déjà proposés autour de 250 €, auxquels il faut ajouter un abonnement mensuel de 15 €. Les chaussures ne seront en vente qu'à partir du mois d'août, mais le marché s'annonce déjà porteur. La première idée, c'était pour les enfants, pour que les parents sachent toujours où est leur fils ou leur fille. Mais il y a aussi les randonneurs, les chasseurs ou encore les personnes qui souffrent d'autisme ou d'Alzheimer dans des stades précoces ou moyens. On comprend tout l'intérêt de ces chaussures, elles sauveront sans doute des vies. Mais c'est aussi un pas de plus vers la société de Big Brother, où nous pourrons à chaque instant être surveillés. Les sports, ça y est, c'est fait. Thierry Henry a officiellement rejoint le club mythique de Barcelone. Visite médicale et première ovation par 80 000 spectateurs. C'est tout de même impressionnant. Manuel Tissier. Un rêve d'adolescent pour Thierry Henry. Devant 15 000 spectateurs, le Français a revêtu ce soir un maillot mythique du football européen. Pour 24 millions d'euros et un contrat de 4 ans, le FC Barcelone s'offre un bijou international de plus. Ça a été difficile, mais je suis là finalement et très heureux. Je suis impatient d'aller sur le terrain et de montrer ce que je peux faire aux supporters et à tous ceux qui m'ont fait confiance. Le nouveau trésor de Barcelone a vécu une journée marathon. Une fois dribblés les journalistes espagnols, Thierry Henry a remis le short. Ça fait 3 mois que j'ai pas couru. Blessé depuis le mois de mars, l'attaquant français a été déclaré bon pour le service par les médecins du club. Henry doit reprendre l'entraînement dans 3 semaines. À peine le contrat signé, son nouveau maillot était déjà en vente à la boutique du club. Et l'ancien numéro de Johan Cruyff est déjà promis à un beau succès commercial. C'est un très bon joueur, je pense qu'il va apporter beaucoup à Barcelone et j'espère que l'on gagnera le prochain championnat. Sous ce nouveau maillot, Henry va retrouver les meilleurs joueurs de ballon de la planète. Spectacle garanti. Avec Ronaldinho, Eto'o ou Messi, une pluie d'étoiles va s'abattre sur Barcelone. Voilà, 15 000 et non 80. Les 80, ce sera pour le premier match de la saison à coup sûr. Deuxième jour de compétition et deuxième titre pour Laure Manoudou au championnat de France à Saint-Raphaël, championnat de France de natation. La nageuse a remporté, et assez facilement cette fois, le 50 mètres d'eau en fin d'après-midi. Tennis, le coup d'envoi de Wimbledon, quelques perturbations à cause de la pluie, mais pas de problème pour le numéro 1 mondial Roger Federer qui s'est imposé facilement face au Russe Gabashvili en 3-7 et qui vise un 5e titre consécutif. Les autres favoris, Andy Roddick ou Martina Hingis notamment, ont également passé ce premier tour aujourd'hui. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est celle de la nouvelle jeunesse de Giroud. À 68 ans, l'entraîneur a repris du service à Lens, son club désormais. Premier entraînement tout à l'heure, en survêtement, au milieu des joueurs, toujours aussi alerte. Pour terminer, la réouverture de la Galerie des Glaces après 3 ans de travaux, on en a déjà parlé ici même. L'emblème du château de Versailles a retrouvé tout son éclat. C'était aujourd'hui la journée d'inauguration avant d'accueillir le public cette semaine. Emmanuel Lambert, Annie Triboire. Le roi! Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes de retour au temps de Louis XIV. Bon d'accord, le roi Soleil c'est un comédien et ce jour-là, nous étions sur le tournage d'un téléfilm. Mais la Galerie des Glaces, elle, est aussi belle qu'en 1684. Du sol au plafond, le joyau de Versailles a été entièrement rénové. 73 mètres de long, 12 mètres de haut. Le monarque voulait impressionner. Pour retrouver cette splendeur disparue, il a fallu 3 ans de travaux et 12 millions d'euros. Une opération financée par une grande entreprise française.
certes, nous on a mis presque autant de temps pour le restaurer que le Brum pour le réaliser, donc c'est pas forcément un exploit sur les délais. Par contre, je pense que le résultat est quand même très encourageant. Pendant 48 mois, 100 techniciens se sont penchés au chevet de la galerie diagnostique. Elle était un peu pâle, bien loin de son faste originel. Alors, peinture, dorure, parquet, tout a été refait. 70% des miroirs n'avaient pas bougé depuis 323 ans. Les restaurateurs ont respecté les matériaux de l'époque. Ça aurait été la faute de goût ultime de remettre du miroir neuf. C'est des fautes qu'ont fait les restaurateurs à une époque, au 19e ou autre, qui n'avaient pas du tout la même culture qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose auquel je n'aurais pas voulu participer moi. Ce matin, plus de 200 journalistes du monde entier étaient en admiration. On pourra avoir le fantasme vers l'histoire française. C'est pour ça que tous les Coréens ils ont très envie de voir les galeries de glace. Aujourd'hui, quand un Japonais visite Paris, le détour par Versailles est obligatoire. Symbole du savoir-faire français, symbole de puissance, la Galerie des Glaces pourra être admirée dès demain. Chaque année, 4 millions de touristes viennent flâner dans l'ancienne demeure des rois. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, Clara Scheller avec Mélanie Doutet et Frédéric Diffenthal. À demain.